mains calleuses et aux autres. Aujourd'hui, nous avons la chance l'extrême avantage d'avoir comme invité Christian Gosenbach, un super artiste qui se répand déjà partout et qui, pour nous, est intéressant parce c'est un touche-à-tout inventif qui a des projets très variés, qui s'exporte aussi et qui, je crois savoir, a une relation à l'artisanat via la céramique. Donc, bonjour Christian. Salut Vincent. Merci de nous rejoindre ici dans cette série de Lucky Loser. Un petit rappel, le lucky loser, c'est un terme qui nous vient du tennis pour dire qu'un gars qui perd peut être repêché. Et c'est ce qui nous amuse par rapport à ça. C'est un peu l'ironie de la main, cet appendice surinnervé que la nature nous a préparé pendant des millions d'années et qu'on a tendance à sous-utiliser maintenant. L'IA progresse, les machines, outils numériques progressent énormément. La main est moins sollicitée. Les plus, les moins, c'est ce qu'on va essayer un peu de regarder aujourd'hui. Et aussi via ton expérience. Donc, ce qui nous intéresse ici de recevoir dans le premier cycle, c'est des artistes ou des artisans, plutôt des artistes qui ont une relation à l'artisanat dans le sens qu'ils trempent un peu leurs mains dans la matière, des gens qui prennent aussi le risque de construire, de se tromper. C'est aussi ça l'idée de Lucky Loser, c'est que la main fait des erreurs, l'humain fait des erreurs et que les machines moins. Donc, quelle est la plus-value de l'erreur dans un processus de création ou de production. C'est ce qu'on va voir là avec toi, aussi avec ton expérience. Donc, on va avoir quelques petites questions de canevas comme ça, puis après, on sera en roue libre. Juste une petite brève présentation de toi, ton métier, ta formation, ton lien au travail artisanal et artistique, juste en quelques mots avant qu'on puisse te présenter auprès de notre audience immense. Merci pour l'invitation. Donc, je travaille comme artiste depuis bientôt 30 ans. J'ai commencé une formation, en fait, plutôt dans les sciences. J'étais à l'université en biologie. Et le manque d'autonomie, en fait, m'a fait m'éloigner en me disant qu'en fait, j'ai envie d'être maître des choses que je manipule. Et je n'imaginais même pas que l'art pouvait être un métier. Donc, j'ai commencé une formation à la Haute École d'Art Appliqué à Genève en céramique, qui est une formation très ouverte, plutôt sculpturale, pas du tout sur la poterie, mais sur la céramique, ses aspects chimiques, transformation de la matière argileuse en matériaux céramiques, et tout ce qui va avec, la création de formes, le moulage. Et tout ça, c'est resté, quoi. C'est toujours là. Et un peu plus tard, je suis allé faire un master à Londres, au Chelsea College of Art. Et là, j'ai touché à plein d'autres choses. À ce moment-là, je faisais de la vidéo d'animation, image par image, où j'animais en fait plein de choses différentes, des cornichons, de la pâte à modeler et des animaux morts aussi. Ok, donc une sorte de MFA. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et donc, la première partie sur la céramique, tu étais plutôt orienté vers des objets utilitaires dans ce sens art appliqué ou déjà un peu... Non, alors moi j'ai abordé cette formation dans une idée très Bauhaus, c'est-à-dire apprendre tous les matériaux. J'avais l'impression si on acquiert la maîtrise d'un matériau, le reste va suivre. Ma tête débordait d'idées, donc c'est pas que j'avais pas besoin de chercher des idées. Je soupçonnais pas encore tout le monde conceptuel de l'art contemporain, c'est quelque chose qui est venu vraiment un peu à la suite des projets, que j'ai découvert tout l'intérêt aussi. Donc je suis vraiment parti de l'idée de faire des choses. Et après, j'ai réalisé que ces choses signifiaient quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles signifiaient ? J'ai commencé à me poser des questions de plus en plus profondes au fur et à mesure du travail. D'accord. Alors moi, ce que je retiens aussi qui est intéressant pour nous, c'est que tu avais envie d'une certaine autonomie, c'est-à-dire travailler en suivant ta production, non seulement en la suivant, mais en mettant la main à la pâte toi-même pour produire tes formes, tes créations. Dans quelle mesure, le temps venant, entre art, artisanat, questionnement sur le conceptuel, tu as intégré un peu du numérique avec le temps qui avance. Est-ce que tu t'es intéressé à tout ce qui sort parce qu'on est dans un processus un peu d'accélération un petit peu de la technologie, du renouvellement un peu des supports de production. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu es ouvert ou il y a une sorte de retenue un peu nostalgique du genre c'était mieux avant ? Comment tu gères un peu l'ancien et le nouveau, on va dire ?
Alors moi, je suis un boulimique de je veux dire, la connaissance, mais du savoir-faire plutôt, en fait. Dans le sens où, pendant mes études de céramique, ben, la deuxième année, j'étais déjà dans l'atelier métal pour apprendre à souder. Et la troisième année, je faisais du verre. Et après, je suis parti au Japon pour faire des cuissons au bois. Donc, j'étais toujours dans une espèce d'appétit insatiable de maîtriser chaque nouvelle matière, chaque nouveau processus. Je réponds à ta question après. Je fais juste un petit... Parce qu'en fait, pour moi, c'est intéressant de... Parce que le numérique est un outil parmi d'autres, en fait. C'est comme si le jour où la photo arrive, on arrête de peindre, en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens ont cru à un moment. Donc cette espèce de débat gauche ou droite, numérique ou manuel, pour moi, il est intéressant parce qu'il faut le dépasser, puis l'un a besoin de l'autre. Donc dans ma pratique aujourd'hui, dans mon atelier qui ressemble un peu au tien, mais qui est très différent quand même. Il y a des fours céramiques, il y a des fours pour la fonte d'aluminium, il y a des fours pour le bronze. Je cuis mes moules pour le bronze dans mes fours céramiques. Je fais du béton chez moi ou avec dans une entreprise de béton qui a des volumes beaucoup plus grands. Je fais des moules en silicone, je fais de la résine. À part la pierre qui est ton territoire, il y a très très peu de matériaux que je n'ose pas dire que je maîtrise pas, mais auxquels je touche pas. Et le fait d'apprendre un peu sans trop savoir, en parlant, en observant, et trouver une façon d'approcher une technique, c'est ce que j'utilise maintenant aussi face au numérique. Donc j'ai acheté un petit scanner, j'ai installé des applis de scan sur mon téléphone pour faire de la photogrammétrie. J'ai acheté une petite imprimante, je l'ai remplacée par une autre. Donc pour moi, c'est vraiment, ça rentre dans la lignée de tout est bon à prendre. Qu'est-ce que ça va nous raconter en fait? Qu'est-ce que ces techniques nous racontent? Comme qu'est-ce qu'une pierre nous raconte? Qu'est-ce qu'un granit? Il ne parle pas le même langage que le marbre ou un bout de calcaire. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Et le numérique nous raconte aussi des choses passionnantes, des choses ennuyeuses, et j'essaie de les regarder, de les écouter et de voir comment elles s'intègrent dans mon travail. En fait. Alors, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Donc, effectivement, on peut aussi considérer que le digital, c'est juste qu'un nouvel outil. Un nouvel outil, c'est une nouvelle approche de la forme, souvent. C'est comme si tu dois ratisser avec une pelle ou une pioche, tu ne fais pas le même résultat. Donc, finalement, le digital amène une autre forme d'approche de la forme qui donne peut-être d'autres idées ou qui simplement donne d'autres résultats. Est-ce que toi, je comprends que tu l'utilises comme ça. Est-ce que tu peux donner des exemples où tout à coup le numérique justement t'a amené d'autres idées, ou t'as fait compléter un travail ou quelque chose, ou affiner, aiguiser une idée, t'a amené dans un territoire ou une solution que tu n'avais pas envisagée ou à laquelle tu n'avais pas pensé grâce au numérique? Moi, j'ai approché le numérique il y a une dizaine d'années pour des raisons très pratiques. On fait une petite maquette, on la scanne, on la fait en grand, quoi. Donc, c'est super pratique. Donc là, c'est juste un outil et on veut qu'il fasse ce qu'on lui demande. Donc, il y a visualisation. Vraiment production, quoi, hein, pour faire une sculpture. Donc, on lui demande pas grand-chose d'autre que d'être fonctionnel. Aujourd'hui, je suis plus interrogateur. Enfin, je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu me réponds? Et je pense qu'au-delà du numérique, pour moi, ce qui va changer la donne, c'est l'IA, quoi. Parce que moi, je m'intéresse depuis très longtemps à d'où viennent les formes. Donc, les formes, je dirais, de la nature, soit on est dans le minéral, donc un rocher se détache d'une montagne, il est usé par l'eau, il prend une forme. Des questions que des artistes d'arte povera, comme Pennon, et se sont aussi posé la question, comment un rocher est sculpté. Et toutes les autres formes, c'est pareil, quoi. Donc, dans une idée... un bourgeon, il vient d'où? Il a évolué. Chaque os a une raison. Chaque forme a une raison d'être quelque part. Et moi, je moule une forme, je l'emprunte. Le numérique permet de l'agrandir, de sortir une forme de son contexte, etc. L'IA permet de générer des formes. Donc là, on est, à mon avis, un vrai basculement. C'est tout à coup, les formes ne sont pas que générées par la nature ou nous, mais elles peuvent être générées par le numérique, parce que le numérique, c'est un terme très grand, mais par l'IA. Ouais.
j'ai pas encore fait de projet réellement là autour. Par exemple, sur la notion d'erreur, est-ce que le fait de manipuler, tu l'as vu probablement en essayant de connaître les savoir-faire sur différents matériaux, nous on le voit ici, parce qu'on a un service aux artistes qu'on produit pour eux des objets en pierre quand ils font pas de pierre, on voit que les gens qui ont une habitude d'un matériau X qui est autre ont une approche plus pragmatique de la forme, s'attendent un petit peu, posent les bonnes questions, envisagent les étapes de travail de façon plus logique, parce qu'on sent que c'est des gens qui ont eux-mêmes subi la matière ou tenté de la comprendre et eux-mêmes la pratiquer. Et en général, ils ont une approche pour nous qui est plus pratique que pour la pierre, qui arrive avec des gens qui arrivent avec des projets complètement incohérents, qui ne tiennent pas debout. Donc ça, on le comprend. Est-ce que via le digital ou les évolutions vers l'IA, il y a eu des erreurs, des cassés de gueule qui t'ont amené des solutions? Parce que finalement, c'est un petit peu ça l'origine de ce podcast ici, c'est que la main se trompe et c'est possible, on peut envisager qu'une base de la créativité est liée à l'erreur. C'est-à-dire que la tête prévoit quelque chose et puis entre la tête et la main, entre l'agilité et la planification et toutes les anticipations des étapes de travail pour arriver au résultat qu'on a pensé, eh bien, il faut traverser tout un tas d'épreuves, il faut résoudre tout un tas de petites équations. Et en général, sur ce parcours-là, il y a plein de petites erreurs ou de cassés de gueule qui, justement, si on est obligé d'être créatif pour ne pas tomber, on doit les résoudre. Voilà, il y a ce fameux dicton qui dit le parcours, le chemin est plus intéressant que la destination. Dans le processus créatif, on ressent assez ça, où finalement, on a une idée, tu te lèves le matin avec une idée, ou au détour d'un chemin, tu as une idée, tu te fais un peu surprendre par un truc que tu cherches depuis un moment. Tout à coup, tu dis, ah ouais, je vais essayer ça. Tu vas à ton atelier, tu commences et ça ne marche pas, par exemple. Et du coup, tu dois un peu creuser ton idée pour l'améliorer. Est-ce que tu as expérimenté dans le digital aussi ce genre de processus-là, avec des outils différents que la terre, le métal, le moulage, la céramique? Moi, je suis extrêmement friand de l'accident fertile, en fait. Je crois que pour moi, c'est vraiment une histoire de présence, d'être présent à l'atelier, d'être présent pendant que les choses se font. Il m'arrive parfois de déléguer certaines tâches, même si j'aime faire pour être présent. Et même quand je délègue, je suis présent et je regarde. Et je pense que si je devais un jour faire une œuvre en pierre avec toi, je voudrais être là parce qu'il y a un moment où il faudrait arrêter le processus, ou peut-être qu'il faudrait l'amener plus loin, ou à un moment on dit « Ah, attends, là, il y a un truc de dingue. » Peut-être le fer à béton qui dépasse de la pièce est plus intéressant tant qu'il dépasse qu'une fois qu'on l'a coupé, qu'on a bouché le trou. Donc, il y a toujours un moment qu'il ne faut pas rater, en fait, dans chaque processus créatif. Et si on n'est pas présent, si on laisse, que ce soit une machine ou quelqu'un d'autre, on risque de rater ce moment où ça peut être génial. Et puis, ça devient juste un truc normal, j'ai envie de dire. Les machines aussi se trompent, en fait. Elles se trompent dans le sens où on leur donne une tâche, et puis elles font cette tâche, et puis le filament de l'impression déborde et fait un spaghetti. Des fois, c'est pénible, et des fois, c'est juste au bon endroit. Pas plus tard que hier, j'imprimais non, pas hier, mais la semaine passée, j'imprimais des pièces que j'ai scannées dans un musée un peu à la va-vite pour rigoler. Et puis, donc, imprimante 3D, hein, ouais, j'imprime en 3D au filament, très, très classique. Et il y a les ponts il y a des ponts de matériaux qui sont trop longs. Du coup, il y a des cheveux et il se trouve qu'ils sont juste sous les bras d'un petit Jésus que j'ai scanné. Et c'était hilarant d'avoir un enfant qui est censé avoir, je sais pas, 1 an et demi et qui a des poils sous les bras. Avec des espèces d'espèles poilus. Et j'aurais pas pensé à mettre... Alors, je pense pas que je vais l'utiliser là dans le projet. D'ailleurs, c'est juste des tests. Mais ce genre d'accident... qui prend du sens parce qu'il raconte quelque chose. Les poils auraient pu être ailleurs, ils auraient peut-être pas raconté la même chose. Et du coup, c'est quand même nous qui allons choisir que cet accident-là nous apporte quelque chose ou cet accident nous freine. Mais pour ça, il faut être présent, quoi. Et un opérateur, une opératrice aurait juste coupé les poils et m'aurait donné la pièce toute nue. Alors qu'en fait, c'est tellement plus intéressant avec ses cheveux en trop. Et c'est ça qui m'amuse d'avoir... C'est pour ça que j'ai une machine chez moi et que je n'ai pas délégué ça.
je peux envoyer mon fichier, je reçois la pièce, mais c'est pas la pièce qui m'intéresse, c'est le moment où elle est faite, comment elle va s'emboîter, le fragment qui est peut-être plus intéressant que la pièce complète. Et pour tout ça, il faut être présent, quoi. Il faut être là au moment où ça se fait, quoi. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans les deux prédécesseurs qu'on a eus ici à cette petite table de discussion, on a eu Jérôme Blanc qui est un sculpteur sur bois et Robert Nortic. Les deux ont un rapport un peu... un peu artisanal à l'IA et aux objets numériques, dans le sens qu'ils n'ont pas une formation d'ingénieur. Donc forcément, nous, les artistes, on est souvent en train d'essayer des choses qu'on ne connaît pas. On ne va pas prendre le temps de retourner sur les bancs d'école ou faire des formations. Pour la 3D, moi, j'ai dû en faire un petit peu, par exemple, juste histoire d'être un petit peu indépendant. Et puis Jérôme, il me disait, par exemple, je dessine à souris levée. Donc du coup, lui, il s'amuse un petit peu à quand même tracer directement à l'écran parce qu'il trouve que les erreurs que lui fait en dessinant via l'écran, ça lui donne des idées. Et Robert Nortic lui me disait, par exemple, je suis un artiste viscéral, parce qu'il a besoin de toute façon d'avoir un rapport complètement intuitif à n'importe quel outil qu'il utilise, donc même la 3D ou les objets numériques. Et puis, il me dit, la main crée une image viscérale, l'IA crée une image visuelle. Donc lui, il faisait une différence entre... quelque part, l'IA crée un résultat esthétique qui est juste une sorte de surface, alors que lui, quand il crée son image lui-même en mélangeant ses pixels, soit ses pixels directement à l'écran, soit ses pigments, crée quelque chose de viscéral avec une autre densité. Est-ce que toi, dans ces deux phrases-là, est-ce que tu reconnais un peu quelque chose qui te ressemble dans le processus créatif Moi, je ne suis pas tellement... Bon, après, j'ai fait tellement de projets différents que j'aurais de la peine à résumer tout, mais je travaille beaucoup par moulage. J'essaye de... Ce qui m'intéresse dans le moulage, c'est que le moulage, c'est un processus créatif dans le sens où c'est pas une photocopie, c'est qu'il y a un espace qui va se créer entre l'objet d'origine et l'objet qui sort. Et cet espace, il peut exister aussi dans le numérique, c'est-à-dire à un moment où on scanne en 3D un objet, on ne va pas tout prendre, il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui seront différentes. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les laisse vides ? Est-ce qu'on les remplit avec quoi ? Et parfois, ça peut effectivement devenir assez plat, parce qu'il y a une tendance, disons, à la machine à lisser. Peut-être c'est comme l'apparition du CD, où les gens qui étaient sur le vinyle disaient le son du CD, il est tout plat, quoi. C'est plus la même profondeur. Et il n'y a plus le bruit aussi du vinyle. Analogique. Et je pense qu'on est un peu dans tout ça, quoi. Et la créativité, elle n'est pas forcément pour moi dans l'outil qu'on utilise. Elle est plutôt effectivement dans les viscères ou dans... Pour moi, je parle plutôt de charge émotionnelle. C'est ce qu'on a envie de ressentir quand on est face à un travail qui soit sonore, visuel, sculptural ou théâtral. On a envie de ressentir des choses. Et du coup, ce qu'on ressent, c'est de l'ordre de l'émotion. Et si l'objet est tout lisse, il va rarement produire une charge émotionnelle. Donc, je pense que le passage par le toucher, où l'artiste intervient, quelle que soit la manière dont il intervient, mais comment il va charger en fait son œuvre et cette charge émotionnelle qu'on va recevoir quand on est spectateur ou spectatrice, quoi. Et toi, par exemple, ton processus créatif, il est très, très varié, ou bien tu as 2-3 lignes de conduite quand tu dis, par exemple, tu commences par un moulage, c'est-à-dire que tu commences par reproduire une forme existante, et ensuite, à partir de là, tu déformes, tu recrées quelque chose, mais plus ou moins, quel est si tu as 2-3 étapes à nous décrire, tu peux nous dire comment tu fais? Alors, pendant longtemps, j'essayais j'étais dans une espèce de... Maintenant, j'essaye de sortir Mais pendant longtemps, c'est pas une formule, mais je trouvais intéressant de se dire une bonne œuvre, c'est une œuvre qui se contredit, en fait. Il y a une tension dans le travail. Et s'il n'y a pas de tension, ça marche pas, quoi. Donc, pour moi, la tension, elle est cette espèce de différence entre ce qu'on comprend et ce qu'on ressent. C'est peut-être la tension la plus intéressante qu'il peut y avoir entre « Ah, j'ai compris ça », mais ça provoque autre chose, ou je ne savais pas que ça pouvait être ça. Donc si dans le même travail, il y a une information, j'ai envie de dire rationnelle, qui nous dit je suis une pomme, mais en même temps, ce qu'on ressent,
c'est complètement autre chose, quoi. On ressent, je sais pas, on voit un crâne, mais pourtant ce n'est qu'une pomme. Je sais que c'est une pomme, mais je vois un crâne. Et du coup, il y a une espèce de... Test de Rorschach dans les Ouais, œuvres. un truc où on est sur deux choses en même temps. Et Donc là, un côté cérébral et un côté viscéral, on va dire. Un côté exactement, ouais, on intuitif, peut un tout à fait, côté ouais. inconscient, un côté conscient peut-être. Si on est que dans le viscéral, pour moi, on est dans une espèce de... Je veux vous faire peur. On regarde un film d'horreur, on sait dès le début que ça va nous faire peur, et finalement, ça marche pas du tout, parce qu'on est prêt à ça. Si on regarde un film, et puis tout à coup, ça bascule, on passe dans un autre, sans qu'on s'y attende. Et souvent, le côté cérébral, c'est l'attente. On a « Ah, je vais aller voir ça ». Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est autre chose. Et d'avoir ce décalage entre ce à quoi on s'attend, parce qu'on sait ce que c'est, et puis en même temps, on n'y comprend pas. Une pierre, mais elle a l'air molle. Je comprends pas pourquoi cette pierre, elle a l'air molle, quoi. Il faut que je la touche, mais j'ai pas le droit de la toucher. Mais... Donc, si on arrive à... si on arrive à créer cette tension... Donc, toi, tu cherches à pas avoir deux couches, on peut dire. Ouais, après, comment? Ben, souvent, faut que le processus soit simple. S'il est très compliqué, on se dit, oh là là, le mental... Donc, souvent, je pars dans des choses très compliquées, puis après, je les simplifie, j'essaie de trouver... Je dois aller loin pour revenir à quelque chose de... Les meilleures œuvres, c'est des tout petits décalages, c'est des tout petits trucs où, voilà, ça a l'air lourd, mais c'est léger, j'en sais rien, mais et souvent c'est simple, mais parfois il faut aller chercher très très loin pour revenir. Du coup, toi, le numérique, il t'aide à entretenir ces deux couches ou t'as un exemple où tu aurais utilisé ça dans une œuvre autre que pour reproduire quelque chose, pour obtenir un résultat X t'as un exemple, par exemple, moi je connais un peu ton travail, il y a une sorte de mixité de matériaux, de processus. Est-ce que tu as un exemple de travail où tu aurais un peu, dans une étape, eu besoin de passer par un ordinateur dans la phase créative, par exemple, parce que tu as dû dessiner de la 3D, est-ce que tu as dû implémenter un programme XY qui t'a permis d'obtenir un résultat? Alors, le numérique, à ce niveau-là, je maîtrise pas autant que je maîtrise l'atelier. Donc, j'ai tendance à travailler avec des gens qui maîtrisent mieux que moi. Et puis, je me mets au-dessus de leur épaule. Puis, bouge ça, fais ça, fais ça. Mais en vrai, à la fin, je refais toujours à la main. Il y a un truc c'est l'esthétique numérique, mais je pense qu'elle va changer, se complexifier. On la reconnaît. Et du coup, il y a pas cette tension. Parce que je suis face à un objet qui est faux. Tu penses qu'on la reconnaît? Ouais, quand même. Encore. Tu sais, il y a tout ce débat, on l'avait cité la dernière fois pendant l'interview, il y avait ces questions d'IA qui créent des sonates de Bach où le public, au début, savait qu'il y avait à la fin du concert 3 sonates qui étaient créées par un ordinateur, par une IA. Et tout le monde a dit c'est nettement moins sensible. Et puis ce concert d'après, ils ont mélangé, ils ont fait voter. Et puis elles sont même ressorties un peu plus haut parce que l'ordinateur décodait vraiment pratiquement la caricature de Bach et arrivait à sortir vraiment des jolies mélodies qui étaient barthiennes, je ne sais pas comment on dit. Du coup, les gens se sont complètement croisés les skis dans l'approche du ressenti, justement. C'est intéressant ce que tu développes sur ces deux couches. Une couche un peu rationnelle, une couche un peu de ressenti. S'il n'y a que le ressenti, peut-être ça manque un peu de règles du jeu. Moi, c'est ce que je ressentais. Quand c'est trop cérébral, c'est aussi un petit peu froid. Donc, effectivement, ces deux couches qui se mélangent un peu, elles sont intéressantes. Mais dans une ère où la fake news règne, dans une ère où on ne sait plus très bien ce qui est juste et ce qui est faux, dans une ère où on arrive à faire des vidéos TikTok où c'est Obama qui parle à la place de Trump, on ne sait plus très bien ça. Est-ce que tu penses quels sont les repères qui font que tu reconnaîtrais quelque chose qui vient de l'IA plutôt que quelque chose qui serait fait par un artiste à la main? C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où on serait rassuré de penser qu'effectivement, c'est encore très dissociable. C'est pour ça que Robert il me disait il y a un côté viscéral, un côté visuel. Ça m'a un peu j'ai trouvé assez juste dans le sens qu'il y a une sorte de résultat un peu plat. Mais c'est pas si sûr que ça progresse pas dans un sens où on commence vraiment à confondre. Effectivement, je pense que la résolution des images, pour parler images, elle augmente comme une chose imprimée en 3D, on la reconnaît
de loin. Maintenant, peut-être, on va arriver à des taux d'oppression qui vont être de mieux en mieux, mais c'est un peu comme si je te dis, je te fais un béton qui ressemble à de la pierre. Peut-être qu'il y a des gens qui seront trompés, mais pas toi. Donc, peut-être la sonate de Bach, elle a trompé un public. Peut-être qu'un musicien, il va pas être trompé. Donc, c'est aussi quel est notre degré d'expertise face à ce genre d'objet. Une vidéo TikTok sur un écran qui fait 5 pouces de diagonale, elle peut tromper tout le monde. Être face devant un tableau, je pense que c'est différent. Donc, le temps passé à regarder aussi, je pense qu'effectivement, peut-être ça peut être limite angoissant de se dire qu'on ne sait plus ce qu'on regarde, en fait. On ne sait même plus à quoi on a affaire. Est-ce que c'est un vrai problème ? Moi, je pense que c'est un problème, en fait. Pas parce que c'est moral, c'est mieux si c'est les humains qui ont fait ou pas, mais c'est qu'au moment, dès le moment où les machines, pour dire simplement, créent mieux qu'un humain, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Disons que la dimension, elle un peu aussi de cette question de ces dialogues ici, c'est là-dessus, c'est que moi je remarque. Moi j'ai quelques années plus que toi, moi un peu les artistes vieillissants, on va dire. On a un rapport avec l'analogique numérique qu'on a appris en cours de route, contrairement à nos enfants par exemple, pour qui la donnée est beaucoup plus automatique. Et on voit que les jeunes sont beaucoup moins, ont un rapport très différent, plus intuitif à toutes ces technologies. On a un petit peu moins peur. Est-ce qu'il y a une dimension nostalgique ? Est-ce qu'il y a une sorte d'habitude de l'analogique Alors, j'ai peut-être plusieurs pistes. Tout à l'heure, tu parlais du chemin et de la destination. Alors peut-être l'IA peut faire une chouette destination, mais en tant qu'artiste praticien, dans un atelier de sculpture, avec des matériaux réels, contraignants, poussiéreux, lourds, lents, et moi présent au milieu de tout ça, je grandis en fait, pour dire simplement, quoi. Et déjà ça, personne ne me l'enlèvera. Donc pour moi, artiste, je grandis plus là-dedans que face à un écran où je prompte, puis un truc apparaît qui peut-être sera au niveau visuel plus intéressant que ce que j'ai mis une semaine à produire ou un mois, mais j'aurais pas grandi. Donc pour moi déjà, en tant que, pas spectateur, mais en tant qu'acteur, en tant que fabricant, je prends mon pied à faire des choses. Et ce plaisir de faire, cette douleur, parce que des fois c'est compliqué, puis une journée où il n'y a rien qui va, c'est difficile, mais c'est ça qui nous fait en fait. Et cette journée où il n'y a rien qui va, elle sera récompensée 3 jours plus tard, parce qu'il y a une trouvaille, quoi. Et cette excitation du travail, la paresse de prompter, de faire apparaître des choses, ne nous procurera jamais le plaisir d'avoir trouvé. Et si on arrive à transmettre ça à notre public, d'où l'idée du non finito, mais je crois que Michel-Ange l'avait déjà compris, quoi, hein, que les choses parfois en cours de ébaucher laissent la place à la personne qui regarde et lui permet à elle de finir comme elle veut. Et donc d'emmener des personnes avec nous sur ce chemin de la création, pour partager ces émotions qu'on a vécues tout seul ou à plusieurs dans un atelier. C'est peut-être ça notre rôle, c'est pas juste de produire un truc le plus nickel possible. Et ça, je vois pas trop de concurrence aujourd'hui face à l'IA. Le numérique, c'est vraiment pour moi à ce moment-là comme une grue qui nous permet de soulever quelque chose, quoi, comme j'ai un transpalette, parce que tout seul, je soulève pas 200 kilos. Donc, et le numérique permet d'inverser une forme parce que j'ai besoin qu'elle regarde à gauche plutôt qu'à droite, de l'agrandir. On la réimprime, mais après je refais un moule, puis je l'estampe de nouveau en argile pour qu'on voit les traces de doigts parce que c'est ce que je veux. Donc je crois que c'est là-dedans, elle rentre juste dans une panoplie d'outils parmi les autres. Si on remplace tout le processus par un processus numérique, là, on perd le trajet, quoi. Et puis, arriver à destination au fond de son fauteuil sans être parti,
je crois que c'est pas si excitant, quoi. Le numérique, c'est le voyage assis, quoi. Voilà, exactement, ouais. Parce que, alors ça, c'est... tu parles de l'unfinished, de l'infinito de Michel-Ange, c'est un bon exemple, parce que c'est vraiment un des aspects de la discussion qui était souvent levé ici, en ce sens que l'artisan travaille un peu sur la lenteur, parce que finalement, il doit respecter sa fatigue, son agilité, ce que la matière lui impose. Et finalement, le digital, souvent, c'est mon observation, là, je ne peux pas dire que c'est un peu subjectif, mais fait le début de tout. C'est-à-dire que ChatGPT fait le début de tes textes, fait le début de tes sites, fait des résumés. On voit, par exemple, pour les robots en sculpture, ils font le début de la sculpture, presque jusqu'à la fin maintenant. Je vois sur les iPads... tu as des pinceaux pour dessiner le ciel, le nuage et les murs d'un coup. Donc il y a tout cette espèce de travail un petit peu d'ébauche qui a tendance à disparaître et nous amener un peu très vite à la destination. Et les artistes avec qui je travaille en Italie, par exemple, qui sont très fans de ces robots-là, ils sont cantonnés dans la surfinition parce que finalement, il n'y a plus de limite à la dimension parce que le robot déboîte des blocs de 15 tonnes, voilà. Il faut 3 vies à Michel-Ange pour le faire. Le robot le fait en un mois. Il n'y a plus d'erreurs anatomiques parce que finalement, c'est des images de planches anatomiques qui sont implantées dedans par des gars habiles qui les font bouger. Donc, il n'y a plus d'erreurs de justesse. Il n'y a plus d'erreurs d'échelle non plus. Il n'y a plus d'erreurs de proportion. Et finalement, en sculpture, on est arrivé au bout d'un processus où la plus-value possible... C'est le seul endroit où le robot ne va pas, c'est la surfinition. C'est-à-dire que le robot, lui, il ne polit pas encore. Il est limité aussi par la finesse de ses fraises. Il sait pas encore... Il n'a pas l'intelligence. C'est pour ça que je vais avoir une petite discussion là, sur la différence entre la conscience et l'intelligence artificielle. C'est que, par exemple, le robot en pierre, s'il doit appuyer sur quelque chose de très fragile ou pas, il n'a pas cette conscience de casser ou pas. Donc, un humain qui marche sur une plaque en verre, il va freiner, même s'il ne connaît pas le verre, il a une sorte d'intuition. Ce que le robot n'a pas. Donc, finalement, comme la main fait plus vite et moins cher que le robot, il y a peu de développement d'avancées technologiques sur ces finitions. Pour l'instant, on les laisse à la main, parce que même des gens qui ne sont pas formés comme sculpteurs, quand ils polissent un lobe d'oreille, ils le cassent moins qu'un robot. Et donc, la sculpture, elle est arrivée dans cette ère où c'est juste la fin qui est traitée par la main, mais plus du tout le début. Et voilà, ce que tu dis, c'est un petit peu ça, finalement, c'est que le parcours, il doit être un peu fait à la main pour qu'il reste un petit peu, lui donne un peu sa densité, c'est quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est là où je parle de charge, c'est qu'on va charger son œuvre par la recherche, par l'expérience, et on va essayer de transmettre ça, finalement. Et j'aime bien que tu parles d'échelle, parce que le numérique n'a pas d'échelle, quoi. Un fichier vecteur, quel que soit, il n'a plus de dimension. Et en fait, les matériaux, ils ont travaillé sur un objet de 50 cm ou de 5 mètres, ça n'a rien à voir. Un objet qui est plus grand que soi, plus petit que soi, nous, on a une échelle. Le poids, et je pense que ce retour, la machine qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait, qui ne va pas suivre une veine de la pierre parce que, ah tiens, et finalement, si on utilisait cette veine pour faire ça, non, on va prendre un bloc peut-être assez homogène, ça n'a pas de souci. Et puis, donc, je pense que toute cette simplification d'un monde qui est vraiment complexe, ça appauvrit. Ça permet des choses... et de nouveau, c'est pas moral, c'est dire, ok, bien sûr, on peut débiter des trucs, on peut faire des choses impressionnantes, mais la charge émotionnelle de certaines œuvres impressionnantes, elle est des fois presque nulle, quoi. Parce qu'on est face à un truc où, voilà... Face aux pyramides, en se disant, sans comprendre comment les gens ont fait ça, même 3000 ans plus tard, et puis se dire, mais waouh, il y a une sorte de magie presque. Hein. Ouais, on est touché à plusieurs niveaux, quoi, parce qu'il y a l'objet qui a aussi sa charge de mystère. Ouais. Et avec le numérique, il y a très peu de performance, en fait. Complètement. Ouais. Et là, il y a très peu de mystère dans le aujourd'hui. Alors peut-être ça va revenir sous une autre forme, je ne sais pas, mais... Ce que tu dis là, c'est un peu ce que j'ai mal exprimé tout à l'heure, mais effectivement, dans le cas de la sculpture, où la robotique va tellement loin maintenant, c'est qu'on a perdu les pattes. C'est-à-dire quand tu regardes, Pyramide, c'est un bon exemple, hein, c'est 2 200 000 blocs en 20 ans.
C'est 6 minutes par bloc de 2-4 tonnes. À l'époque, on lève ça avec des cordes. Donc on se dit waouh. Donc il y a quelque chose de très époustouflant. Et quand tu vois Michel-Ange qui fait le David tout seul, 5,18 m, tu te dis waouh, le man, tu vois. Et maintenant, l'expo de mon pote que j'ai vu à Carrare le mois passé, tu te dis bon, le robot l'a fait. Où est la performance? Et lui, il l'a amené dans la surfinition, par exemple. C'est l'espace qu'il a trouvé. Ou qu'est-ce qu'on regarde, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est un peu la même chose dans des artistes qui délèguent tout leur travail. À un moment, c'est est-ce que je regarde la qualité de l'artisan qui a produit cette œuvre en céramique, en bronze, je sais pas, je me dis waouh, ah ouais, ça c'est une fonderie de dingue, ils ont réussi on voit aucune soudure, la patine est nickel, mais est-ce que je regarde ça? Est-ce que l'idée de l'artiste, souvent, on peut la résumer en 3 phrases, quoi. Donc, finalement, qu'est-ce qui va me toucher? Est-ce que c'est la qualité plastique de l'œuvre et sa présence? Ou est-ce que c'est l'idée? Ouais, ou est-ce que... Et quand tout est en adéquation, c'est fou, mais souvent, il y a un décalage quand même. Et quand il y a ce décalage, c'est se dire, l'idée est bien, mais ça aurait pu être mieux. Ou le contraire, quelle réalisation dingue, mais bon, tout ça pour ça. Enfin, et c'est vrai que je suis rarement face à un travail où tout va dans la même direction, quoi, où tout est... Je parle là des choses monumentales, parce que c'est ce qui est difficile à gérer, parce que ça se fait pas tout seul. Ouais. Non, mais même dans le processus, effectivement, si la main s'occupe de la lenteur et de la fabrication, et la robotique nous évite tout ça, il y a toujours cette relation un peu de hiérarchie entre la tête et les mains. Moi, j'ai discuté avec John Armleder, qui a dit, par exemple... l'art naît dans la tête, sa réalisation est un sous-produit. Bon, c'est une phrase problématique pour moi, dans l'idée du parcours, justement. Mais bon, l'art que lui propose fonctionne par rapport à cette phrase-là. Mais l'idée du parcours est un peu absorbée à ce niveau-là. Et donc... Oui, parce que la question pour moi, c'est qu'est-ce que le parcours produit? Parce que si le parcours, il est long ou rapide, bon... En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne si le parcours, il transforme l'œuvre. Donc, et moi, et là où je parlais de présence dans l'atelier, c'est que pendant ce processus, moi, je change 15 fois. Et c'est là où c'est excitant, parce qu'au moment où les choses commencent à apparaître, on change. Tiens, je voulais faire ça, mais ça devient ça. Et puis finalement, ça pourrait aussi être ça. Puis si j'enlève le bout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la lenteur... elle permet un mûrissement, un maturissement, une complexification de l'œuvre. Si c'est juste lent pour être lent, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce que la lenteur ou la rapidité va amener? Parfois, le geste levé, l'esquisse, on ne pourra jamais la refaire en lent, parce qu'il faut qu'elle soit vive. Donc l'échelle ou le rythme, ou tout ça, ça a une vraie influence. Et face à du numérique qui est hors ce genre de processus, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps non plus, c'est du temps de calcul, mais en fait c'est presque instantané. Il n'y a plus tout ça, donc c'est peut-être plus difficile de laisser maturer un travail, ou une rétroaction, on fait une action, en fait c'est pas ce que je voulais, mais il y a autre chose qui apparaît. Waouh, j'avais pas pensé, qu'est-ce que j'en fais? Je le prends, non, je le retire. Et toute cette rétroaction qui change l'œuvre au fur et à mesure. Est-ce que tu serais partisan de dire que fabriquer ses œuvres soi-même, c'est un certain courage? C'est se confronter à son idée. C'est le risque de tomber, en fait. Ouais, ne pas le faire, alors déjà, faut un courage aussi, parce que déléguer le travail à d'autres, faut avoir confiance en eux ou en elles. Mais moi, je trouve frustrant, en fait, parce que quand on a une bonne idée, on n'a pas envie de la gâcher en la confiant. On a envie d'en profiter. Et peut-être qu'elle nous mène, je ne sais pas où, mais... Moi, cette idée de parcours, même si c'est une image assez éculée, moi, c'est vraiment un voyage. Moi, un jour à l'atelier, c'est une ascension en montagne, quoi. On part, on monte, on redescend. Puis finalement, le soir, on est arrivé. Peut-être qu'on enlève juste ses chaussures, puis c'est fini. Peut-être qu'on a ramené quelque chose avec soi. Après, il y a des jours où c'est du labeur, parce qu'il faut... tout est en place, maintenant, il faut le produire. Mais des vrais jours, j'ai envie de dire, créatifs, c'est des hauts et des bas, on se confronte à la matière, à l'échelle, au temps, et sans cette confrontation, on ne peut pas charger son travail, je crois. Est-ce que
J'avance un peu avec les questions parce que le temps Ouais, passe. bien sûr, vas-y. Est-ce que alors, un des débats qu'on a essayé d'amener ici, c'est que probablement le monde digital ne bride pas la créativité. Parce que voilà, l'humain est ainsi qui créera à travers ça. La question qui se posait souvent, c'est quid de l'agilité? Si la machine fait à ta place, est-ce que, par exemple, tu vois, on perd un peu l'écriture manuelle, il y a tout un tas de choses qui se faisaient à la main, on faisait des cordes à la main, on faisait de l'étamage à la main, on faisait des... Voilà, on fait des... Voilà. Dans tous les métiers, finalement, il y a une perte de la confrontation directe à la matière, parce que la machine, un peu comme ChatGPT te fait le début d'un peu de tout, la machine, dans tous les métiers, dans tous les métiers de la main, est omniprésente, est de plus en plus performante. Alors, il y a des trucs très pratiques. Tu parlais du poids, évidemment. Nous, ici, avec la pierre, on est content d'avoir des palans, etc. Mais on voit aussi que dans tous les métiers, le travail peut être pré-mâché, pré-coupé, pré-chauffé, etc. Que dans tous les matériaux. Est-ce que tu penses que la technologie pourrait finalement éroder l'agilité de la main à terme? Sûrement, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Ouais. Moi, je me pose plutôt la question de la plus-value, tu vois, dans le sens où pourquoi c'est mieux si c'est moi qui fais? Alors couper des planches de bois, si j'ai une liste de... Oui, je peux le faire, mais peut-être que ce ne sera pas plus intéressant si c'est moi qui le fais ou si c'est Cora certaines Bois étapes, on va dire. Voilà. Donc, si on sait exactement ce qu'on a besoin, c'est peut-être pas là-dessus qu'on aura... C'est un peu vulgaire le mot plus-value en art, mais c'est peut-être pas là où je suis indispensable. Mais il y a une étape où tout à coup, il faut que ce soit une personne qui le fasse et même un mur peint à la main. Enfin, je sais pas, l'outil, s'il est peint au rouleau ou peint au pinceau, il aura pas la même chose. Et si on peint avec des gestes horizontaux ou verticaux, la lumière, elle va pas réagir à la même chose dessus. Donc, quelqu'un qui connaît tout ça et qui se dira, là, je vais peindre dans ce sens-là parce que la lumière, elle va glisser dans la salle. Peu de gens le verront en rentrant, mais quand on rentre, on se dit, waouh, c'est beau la lumière ici. Et ils ne sauront pas que quelqu'un a dit, non, mais là, faut qu'on change le geste pour adapter le geste à un... Donc la plus-value du geste, peut-être, si c'est la même... Pour moi, c'est super important. Et de savoir que tel geste va amener à ça ou à ça, quoi. Et alors justement, c'est un petit peu ça. Est-ce que ces gestes pourraient se perdre? Il y a, par exemple, en sculpture, tout ce qui est forme sensible qui retrace le vivant, sans parler de Michel-Ange, etc., il y a un devoir de sensibilité à travers la main et les outils, parce qu'un visage, il peut être réussi ou pas, il peut être sensible ou pas. Et ça, c'est une sorte de feeling. Et un autre exemple qui a été donné très clairement par Fabienne Verdier, qui, je ne sais pas si tu connais, Bien sûr. Qui disait que finalement, l'exemple de la calligraphie, c'est un très très bon exemple de comment l'art de la calligraphie passe par un stade artisanal, c'est-à-dire il y a la maîtrise de l'outil, la maîtrise de la main, de l'encre, du papier, mais que ces cercles-là doivent passer ce stade-là pour arriver en calligraphie artistique, et à quel point il faut maîtriser tout le processus de tracer au pinceau avant d'être libre et carrément faire des joutes comme elle faisait avec son maître de calligraphie. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bel exemple. Ça montrait à quel point la main doit s'entraîner pour trouver une forme de liberté qui décolle. Et moi, c'est quelque chose que je recherche en art contemporain, qu'on trouve moins, parce que quand on confie à un artisan, l'œuvre peut être répétée. Et quand on ne fait pas soi-même les choses sur un domaine d'application ou une matière qu'on connaît très très bien, on n'arrive jamais à ce degré d'excellence. À la Canova, qui par exemple, lui savait polir les pierres pour faire ressentir le poids des chairs, par exemple. Et ça, c'est que de l'exercice. Ce qui m'avait touché, par exemple, dans le bouquin de Fabienne Verdier, c'était vraiment ça, ce 10 ans d'exil en Chine, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment ce travail-là de s'user les mains avec humilité, avec une grande phase artisanale pour décoller dans une phase artistique. Bon, ça, c'est un truc d'apprentissage. On apprend, mais pour pouvoir utiliser ce qu'on a appris, on doit l'oublier. On apprend à marcher, mais pour pouvoir marcher, il faut oublier qu'on marche, parce que sinon... Mais après, il y a aussi le contraire. On redevient... des formes de méditation, on devient conscient de tout. Et pour moi, c'est plutôt cette attention, cette conscience qui m'intéresse,
Que quelqu'un me montre qu'il maîtrise quelque chose, ben, tant mieux pour lui, quoi. Ça peut ressembler à de l'ego aussi parfois. Et il y a des... Je suis assez fan de calligraphie en vrai, parce qu'il y a une espèce d'immédiateté du geste. Il y a 1000 exercices. Qui se base sur une maîtrise de fou. Ouais, puis on s'entraîne 1000 fois, puis on fait un geste, et ce geste qui a duré quelques secondes ou minutes... Le jour où l'IA te sert le cercle parfait, le même que les grands maîtres de calligraphie, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Je pense pas que ça nous touche autant. Ouais. Mais il faut savoir la lire parfois aussi. Hein. Moi, je vois aussi que ça se perd un peu cet œil-là. Complètement, bien sûr. À l'exemple de mon grand-père ici, les architectes d'intérieur, ils connaissaient, ils voyaient si une pierre était bien polie ou pas, ils reconnaissaient les matériaux. Maintenant, on leur sert un peu, puis ils doivent nous croire. Hein. Il y a aussi une perte de connaissance, d'expertise, d'exigence aussi. L'exigence, elle est un peu ailleurs maintenant. Mais... Et ça, c'est regrettable, parce que pour moi, le comment une œuvre est faite est largement aussi important que pourquoi elle existe. Quoi. Et je pense qu'on est plus touché par le comment. Un bon film, il peut avoir le meilleur scénario du monde, s'il est mal tourné, ben, ça ne marchera pas, quoi. Donc moi, je suis très sensible au geste, mais le geste juste, c'est pas forcément le geste virtuose toujours qui l'emporte. Parfois, l'hésitation a plus de charge émotionnelle. Ou désapprendre, comme Picasso qui s'intéressait à l'art naïf africain, justement pour sortir de tout ce qu'il savait, pour aller dans l'intuition pure, peut-être que viscérale cette fois. C'est super intéressant, ces allers-retours entre... On apprend, puis après on essaye d'oublier, mais on n'oublie jamais vraiment. Comment on fait pour désapprendre quand on a trop appris? Dernière question pour clore, parce qu'on arrive déjà un peu au bout de l'exercice en temps qu'on s'était fixé. Comment tu vois ton métier dans 10 ou 20 ans dans ton processus créatif, avec l'implémentation de possibilités, d'objets, d'outils, d'applications qui vont de plus en plus à ta disposition? Est-ce que par exemple, tu as des souhaits? Tu espères que ça évolue dans tel ou tel sens? Est-ce que tu es juste en phase de curiosité, de découverte, et tu prendras ce qui arrive? Est-ce que tu es dans une sorte d'inquiétude par rapport à comment ton métier peut évoluer vis-à-vis d'une technologie galopante? Inquiétude moyen, souhait... Moi, j'ai envie de dialoguer avec tout ça, en fait. J'ai des projets que je n'ai pas encore complètement mis en œuvre, mais c'était de refaire à la main ce que la machine fait. Donc, c'est un peu aussi de se dire, si je fais une grande imprimante 3D, mais avec des bouts de ficelle. Ouais, exactement. Enfin, c'était des espèces de... Remettre une dimension Arte Povera, low-tech dans un truc hyper-tech. Voilà, on reconnaît tout de suite, c'est du fil imprimé, mais non, ça sort d'un pistolet à mastic, et puis c'est des couches et des couches. Arriver sur des... Pour moi, c'est dialoguer, avoir une distance, c'est peut-être le rôle de l'artiste, d'avoir une distance critique vis-à-vis du monde, et aussi de ses outils, et le degré d'excellence que cherchent beaucoup d'ingénieurs, et de perfection, on reconnaît plus si c'est de l'IA ou pas. Je pense que notre défense d'humain sera toujours l'humour, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de ne pas être embarqué dans... Une sorte de sens critique en même temps, une sorte de décalage comme ça. Une forme de cauchemar qui pourrait se dire, on va où? Essayons d'en rire un peu et de danser, plutôt que de subir les transformations, de jouer avec elles, quoi. Alors moi, pour terminer, il y a juste une question qui a tendance à m'irriter, qu'on me pose souvent ici, c'est la fascination pour la perfection. Si on fait des objets ici un peu complexes, on dit mais c'est fou quand même, expliquez-nous comment la précision est gérée ici, alors que moi, j'ai pas l'impression que la précision, c'est le cœur de la réussite. Mais on est dans une époque où, justement, les outils amènent une telle précision. Les architectes nous livrent des dessins au millième, alors que nous, au-delà de 100 centimètres, on perd pied. Est-ce que toi, la notion de surtechnologie via la précision, c'est quelque chose qui te... Moi, je suis complètement allergique à tout ça, quoi. Je suis complètement allergique, parce que c'est pas du tout là que ça se passe, quoi. Et c'est une...
Ça paraît presque comme une qualité maintenant. Il faut oui, parce c'était la course aux pixels, quoi. Combien de pixels, quoi. Alors maintenant, ça s'est calmé parce qu'on les voit plus, puis qu'il y en a trop. Mais pendant des années, il fallait changer d'appareil tous les 2 ans pour avoir quelques millions de pixels de plus, quoi. C'est là une jolie phrase de Robert Nortic, l'artiste présente, qui m'a dit « L'artiste est connu pour ses défauts, l'artisan pour sa perfection ». Ah, c'est pas mal. C'est joli, hein. Écoute, si tu n'as rien à ajouter, on va s'arrêter là. Tu aimerais amener une conclusion? Bon, je pense qu'on a déjà... On a un peu fait le tour, on peut en discuter encore un peu des heures. On a essayé de brosser une sorte de tableau un petit peu général. On aura peut-être l'occasion de creuser un peu ces questions. Cher Christian, merci d'être plié à l'exercice. Merci à toi, Vincent. Et puis, n'oublie pas de nous mettre quelques exemples de tes créations, le lien avec ton site internet pour qu'on puisse publier l'épisode Lucky Loser 3. C'est terminé. Merci à tous.